Ladies and gentlemen, veuillez attacher votre ceinture et redresser votre tablette. Nous nous apprêtons à traverser une zone de turbulence. En effet, nous approchons de ma sélection de montres neuves et récentes dans le budget 3 à 6K. Et ça risque de secouer. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour à tous et bienvenue sur DMEV. J'espère que vous allez pour le mieux et que vos rentrées se sont bien passées. Que ce soit celle de vos enfants, pour ceux qui en ont, ou encore la vôtre. Cette semaine, je vous propose une des sélections les plus attendues sur DMEV, celle des montres neuves et récentes dans le budget très compliqué des 3 à 6 000 euros. Mais pourquoi très compliqué ? On pourrait se dire, 3 à 6K c'est un super budget, confortable et qui autorise beaucoup de folie. Eh bien pas tant que ça. Alors évidemment, il y a un choix pléthorique, mais justement, il a quand même fallu jouer des coudes pour vous dénicher une sélection digne de ce nom. Car dans cette gamme de prix, on est clairement petit chez les grands. Je m'explique. En clair, on passe un cap. On veut commencer à croquer de la belle ref. On veut, si possible, du mouvement qu'on ne trouvera pas dans une montre à 1500, 2000 euros par exemple. Même si, vous le savez, ça n'a jamais été un critère discriminant pour moi. Mais en même temps, on est souvent dans une certaine limite de budget. Un genre de barrière de corail avec seulement 6K. En effet, beaucoup de modèles légendaires, dans les versions intéressantes, démarrent justement dans cette gamme de prix. Donc là, je vous ai fait ma sélection totalement subjective de ce que je trouve digne d'intérêt et qui en offre beaucoup dans cette fourchette de tarifs. Que ce soit en plaisir, en originalité, en finition, en mouvement ou encore en technicité. Et vous le verrez, beaucoup des pièces qui vont suivre sont des coups de cœur de longue date. Comme je l'ai déjà dit dans la sélection 3-6K Vintage, il y a forcément des blockbusters, mais pas que. Car le but de l'exercice est clairement de vous faire découvrir des modèles parfois un peu passés sous les radars, mais pourtant terriblement désirables. Car vous le savez, mon but est et sera toujours d'élargir vos horizons horlogers, de susciter en vous le fameux « Hey, mais je connaissais pas ça !» Mais avant de commencer, je tiens à apporter une précision importante sur la définition et sur ma définition de récente dans cet épisode. Afin de ne pas me cantonner à des modèles neufs parfois vendus, selon moi, trop cher par certaines marques et d'ailleurs naturellement ajustés par le marché, j'ai souhaité composer ma sélection non seulement de modèles neufs et encore disponibles à la vente, mais parfois de pièces récentes, en gros post-2010, bien souvent discontinuées mais qu'on peut encore trouver étanos ou au gris et dont le modèle lui ayant succédé ne coche pas autant de cases. En bref, avoir le modèle récent ou la ref précédente permet bien souvent de faire de belles économies tout en ayant une version plus cohérente avec l'ADN du modèle. Et je sais que vous voyez exactement de quoi je parle. Sachez que cet épisode est comme d'habitude disponible en version audio sur toutes les plateformes de podcast, mais également en vidéo sur ma chaîne YouTube. Démontrez-vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer les notifications pour ne rien louper et pour aider la chaîne à grandir. Allez, PNC aux portes, armement des toboggans, vérification de la porte opposée, décollage imminent. Tout d'abord, la catégorie dress. 4 pépites vous attendent sagement dans cette catégorie. 4 pièces que vous ne voyez que très peu plébiscitées dans les contenus mainstream. On commence d'ailleurs par une montre hyper confidentielle et très sous-cotée. J'ai nommé l'Omega Constellation Globemaster, une vraie pièce maîtresse dans une collection et pourtant, personne n'en parle. Voilà pourtant une pièce pétrie d'atouts, redoutable dans sa catégorie. 39 mm pour 12,6 mm d'épaisseur, avec seulement 46,7 de corne à corne. Donc hyper confortable, visuellement hyper homogène et très agréable à l'œil. Lancée en 2015, elle ouvre, à l'époque, le bal des mouvements Métas avec son tout nouveau calibre 8900. Une certification attestant d'une série de tests indépendants élaborés avec l'Institut fédéral suisse de métrologie, poussant encore les nouveaux standards de qualité et de précision chez Omega, obtenant pour la première fois le label Master Chronometer. Dont les 2 principaux critères sont une précision de 0+5 à 0+7 secondes par jour, selon les tailles de calibre, et une résistance au champ magnétique allant jusqu'à 15 000 Gauss. Mais l'intérêt de cette pièce exceptionnelle ne s'arrête pas là. En effet, elle rend hommage à la légendaire collection Constellation débutante en 1952, reprenant le fabuleux cadran dit Paipan, reflétant la lumière de façon sublime, flanquée de cette belle étoile appliquée. Mais elle reprend aussi sur le fond de boîte le fameux médaillon représentant l'observatoire central. Médaillon que les collectionneurs de Constellation Vintage aiment tant. Ici trônant sur le saphir et non sur un fond plein comme sur la version d'origine. Mais avouez que ça aurait été dommage de cacher un tel mouvement. Et puis, sur une dress, le fond saphir ne me choque pas. Pour continuer dans les specs étonnantes et bien pratiques au quotidien, la lunette cannelée de cette belle Globemaster est, sur les versions acier, en carbure de tungstène, ce qui lui assure une bien meilleure résistance au choc qu'une lunette acier classique et lui permet de conserver tout son éclat au fil du temps. Cette Globemaster, ici sur acier, oscille entre 8300 et 8700 euros selon qu'on la préfère sur cuir ou sur bracelet acier. Mais, cerise sur le gâteau, elle peut se trouver très facilement sur le gris entre 5 et 6K. Élégante, belle, résistante, précise, avouez qu'elle ne manque pas d'atouts. Et vous en pensez quoi ? Ma deuxième de la sélection est issue d'une marque dont tout le monde parle, mais jamais pour citer cette ref en particulier. Et pourtant, moi je l'adore. La Drive de Cartier.
Apparue en 2016, la Drive était une pure nouveauté de la maison Cartier, mais semble pourtant toujours avoir été là. Tant sa forme de boîte coussin et son style dandy collent parfaitement au chic intemporel de la marque. C'est d'ailleurs la signature d'un design réussi, vous ne trouvez pas? Et pourtant, Cartier a stoppé la production de cette dernière, en faisant naturellement une pièce hyper rare et donc désirable. Disponible dans notre budget du jour, majoritairement dans la livrée, 3 aiguilles date avec petite seconde à 6 heures, toujours cette couronne saphir et ses aiguilles bleuies, signature de la marque, sans oublier ses chiffres romains et sa boucle, si reconnaissable, 40 mm, mais attention, corne courte et boîte fine, 11,25 mm, ce qui lui autorise ce qui pourrait passer pour un excès de croissance. Cette jolie petite Drive est animée par le fameux manuf auto de la marque qui équipe beaucoup d'autres rêves depuis bientôt 15 ans, le fameux 1904. On peut trouver une belle Drive récente jusqu'en 2020 en gros, full set entre 4 et 5 000 euros, ce qui est vraiment très honnête au vu des specs que je viens de vous livrer. Du coup, il y a 2 écoles pour un modèle discontinué. Soit on aime le côté exclusif et rare de l'objet, soit on peut se dire, et à juste titre, que s'ils l'ont arrêté, c'est bien pour une raison. Et les 2 arguments se valent. Après, sur le papier, si elle vous plaît, pourquoi ne pas foncer? Vous serez sûr que le voisin n'aura pas la même. Le tout avec un joli manuf de marque, fiable et robuste, et une identité propre que je trouve pourtant hyper réussie. À vous de voir. La suivante est un classique d'une maison que j'aime beaucoup, et vous le savez, il s'agit de Grand Seiko. D'ailleurs, à ce titre, un épisode exceptionnel est en préparation pour très bientôt. Mais revenons à la pièce. Il s'agit d'un modèle que la boutique Grand Seiko Place Vendôme a eu la gentillesse de me confier cet été, et que j'ai pris beaucoup de plaisir à porter. Il s'agit de la SBGM 221. Cette ref est une masterclass à elle toute seule, car non seulement elle coche la case dress, la case manuf, la case exclusivité, mais en plus on a un GMT pour le même prix, une pure folie. Quand Seiko m'a proposé de tester cette pièce, j'étais très content, mais j'attendais de voir si la magie allait opérer, car je suis toujours un peu méfiant des photos sur Insta et autres. Ça paraît top, et quand tu reçois, parfois ça peut être déceptif. Je suis sûr que vous avez tous déjà vécu ça. Bon alors, premier ressenti lorsque je l'ai reçu. La montre est dingue, la finition est dingue, et même au-delà de mes espérances. Mais je veux mettre un autre bracelet, je veux la personnaliser. L'alligator marron, c'est pas mon truc. Je veux la twister. Et c'est là que vous avez vu mes publis Insta cet été avec un daim brun clair, ou encore mon préféré, la BP bleue que j'avais fait faire initialement pour mon Zénith. Et là, je suis tombé amoureux. Et pourtant, comme vous le savez, les dresses, c'est pas mon truc à l'origine. Mais là, je dois dire, c'est tellement un concentré du savoir-faire de Grand Seiko, le tout dans une ligne hyper pure et équilibrée que j'ai vraiment adoré. Quel plaisir. Même si mes 3 rêves préférés chez eux restent la SBGH 271, SBGH 273 et la 44GS 55e anniversaire de la gamme Héritage avec son Spring Drive. Le prix boutique de cette belle Grand Seiko est de 5 000 € tout rond. Côté spec, on a un boîtier de 39,5 mm pour 46,9 de corne à corne, mais je ne peux résister à vous énumérer ce qui m'a le plus parlé dans cette pièce. Boîte polissage Zaratsu arrondi dit Kosugi, index polymiroir fasté à la main, aiguille GMT bleuie à la main, mouvement 9S66, réserve de marche 3 jours, précision -3 plus 5 secondes par jour, bref des specs très haut de gamme que l'on retrouve habituellement sur des pièces beaucoup plus chères, notamment chez nos amis suisses. Quand je vous disais qu'elle abrite le meilleur de GS, elle en donne beaucoup pour le prix quand même, vous ne trouvez pas? Avant de quitter la gamme Dress, je voulais vous montrer une dernière pièce. Amateur de classicisme et de beauté intemporelle, je vous présente la Jaeger-LeCoultre Master Control Date. Simple, efficace. 3 aiguilles date, 39 mm, cadran gris ou noir, sobre et élégant. Que demander de plus? Un mouvement manufacturé Jaeger-LeCoultre testé sur Miller par exemple, ça tombe bien, elle l'a, grâce au mouvement automatique 866 et ces belles décorations que je ne me lasse pas de regarder. Jaeger, c'est quand même quelque chose et ça met tout le monde d'accord. D'aucuns disent qu'elle est si simple qu'elle en serait presque austère. Et vous, vous en pensez quoi? Un bel exemplaire full set révisé se trouve assez facilement dans la fourchette des 5 à 6 000 €. Je parle là du modèle actuel sorti en 2013. Les plus anciens, quant à eux, peuvent se trouver un peu moins chers, mais perso, j'aime bien cette ref. Après, pour 1 ou 2 cas de plus, on peut vraiment taper dans de la belle complication en moon phase, avec réserve de marche visible, etc. Mais je m'égare. Je voulais juste vous montrer cette petite master, car je trouve que pour 5K, on a vraiment une pépite. Allez, on passe à la catégorie sport maintenant, ma catégorie préférée. Je ne peux démarrer cette rubrique sans vous parler évidemment de ZRC, une marque qui fête ses 120 ans cette année et une marque dont je vous ai déjà beaucoup parlé. Je ne vais donc pas m'apesantir sur son histoire, sachant que si vous voulez en savoir plus, je ne saurais que trop vous conseiller 2 épisodes.
Tout d'abord, le podcast enregistré avec Georges Brunet, arrière-petit-fils d'un des fondateurs de la marque. Épisode passionnant dans lequel nous revenons sur toute l'histoire et les anecdotes qui ont fait de la marque ce qu'elle est aujourd'hui. À savoir, une des meilleures propositions de montres de plongée hyper techniques et abouties. Le deuxième épisode à voir sur le sujet est la petite vidéo qu'on a tournée juste après, ensemble, afin de vous montrer les nouveaux modèles dévoilés très récemment, juste avant le Time Fest. Que du beau, vous verrez. Perso, ma préférée, et vous le savez pour beaucoup, va à la GF38 Héritage, celle que je possède, avec son boîtier de 39 mm, étanche 300 mètres, mais testé à plus de 1000 mètres. Ce modèle reprend trait pour trait les formes et proportions de son aîné de 1963, mais en ayant subtilement grandi ses formes, originellement doté d'un boîtier de 36 mm. Tiens, je vous mets en photo un exemplaire vintage que j'ai possédé par le passé. Personnellement, je trouve idéal son diamètre, grâce à son tout petit corne à corne et sa boîte relativement fine pour une telle étanchéité. Le système breveté de maillon étirable la rend hyper confortable tout au long de la journée, même si à l'origine ce système a été conçu pour la plongée. Quant à la luminosité, pour moi, et ce n'engage que moi, elle et ses sœurs de la famille Grand Fond sont les grandes gagnantes, toutes catégories sur le sujet. Je ne connais rien de mieux côté lisibilité nocturne, analogique avec Luminova sur aiguille. Alors je précise parce que je sais qu'il y a des gens assez joueurs qui vont me sortir d'autres rêves de montres, quartz, etc. Je parle vraiment de cette catégorie-là. La GF38 est à 3190 €, équipée du Sellita SW200, qui est bien réglé, c'est robuste, sans problème, ça se répare partout. Donc hyper fidèle à la philosophie d'une montre d'aventure et plus particulièrement d'une ZRC. Rien à redire là-dessus. ZRC fabrique des montres fiables sur le plan technique. Aucun intérêt pour eux de développer un manuf qui va prendre du temps de dev, va potentiellement essuyer des plâtres et n'apportera finalement rien de plus sur une plongeuse 3 aiguilles. Le reste de la gamme Grand Fond est également à recommander. À noter l'arrivée de la Securicode qui reprend le design de la Grand Fond série 1, la toute première dont on parle dans l'épisode 83. Cette Securicode fait couler beaucoup d'encre depuis sa sortie car elle est la ZRC des puristes s'il en est, mais aussi de ceux qui souhaitent une montre peut-être moins clivante, plus consensuelle que ses sœurs à la couronne à 6 heures. Pour l'avoir eu en main lors de notre échange, mais aussi lors du Time Fest, elle est vraiment très réussie et elle est assez unique en son genre. Et toujours ces aiguilles Magnum que j'adore, qui est une vraie signature de la marque. Passons désormais à une deuxième montre de plongée, une tool robuste, ultra précise et fiable, un vrai blockbuster, une montre si efficace que certains la trouvent chiante. Elle et sa petite sœur. Je parle bien sûr du duo de plongeuses d'inspiration vintage, Tudor Black B58, Black B54. Lorsqu'on cherche une plongeuse iconique, belle, au rapport prix assez imbattable, difficile de passer outre Tudor. En 10 ans, leur offre s'est considérablement élargie et il y a tant de modèles que j'adore chez eux qu'un épisode ne suffirait pas à en parler. Black B58, 54, Black B Pro, 58 GMT, Pelagos 39 Titan, MN, etc. C'est en quelque sorte le cabinet de curiosité de Rolex, regroupant tout ce que la marque à la couronne ne peut, ou plutôt ne veut se permettre, de peur de mettre à mal son business model et son image. Du coup, Tudor vient à point nommé et remplit depuis 10-15 ans la case de la montre à 3-4 000 € qu'occupait Rolex début 2000. Là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails de ces deux Black B, tant tout a déjà été dit ici et là. Ce qu'il faut retenir selon moi sur ces modèles, tout d'abord leur diamètre contenu, 37 mm pour la BB54, 39 pour la BB58 avec un parfait rapport hauteur-largeur, renforçant le côté tool à l'aise et portable partout. Leur fond plat permettant un confort incroyable. À noter la présence du T-Fit sur le bracelet acier de la BB54, permettant un réglage fin d'un simple geste lorsque le poignet peut gonfler, par exemple l'été. Toutes deux possèdent index, écriture et aiguille gilt qui, alliés au saphir glass box, donnent une présence et un rendu tout simplement exceptionnel. Ensuite, les calibres Kenissi, hyper fiables, précis et robustes, 5400 pour la BB54 et 5402 pour la BB58, avec le petit plus de la réserve de marche de 70 heures, c'est quand même hyper appréciable, il faut dire. Les petites touches vintage avec la lunette aluminium façon Rolex Tudor Vintage 4 et 5 chiffres, le bracelet style rifté, on aime ou on n'aime pas, moi je trouve ça plutôt réussi, en tout cas ça me gêne pas et ça va plutôt bien avec le style de la montre. Étanchéité 200 mètres, le tout pour un budget de 3 930 € pour la BB54, 4 040 € pour la BB58. Cependant, et vous le savez, on les trouve assez facilement autour des 3 000, 3 500 selon année, modèle et bracelet sur le marché gris. Et vous en pensez quoi ? La troisième plongeuse que je voulais vous présenter est également une pièce que j'ai eue et que j'aurai sûrement à nouveau un jour. L'Omega Seamaster Planète Océan. Mais attention, là je vais vous parler d'une version précise et qui n'a rien à voir avec les productions actuelles.
Il s'agit de la 2201.50.00, soit la plus ancienne des planètes océans, sortie autour de 2007 et produite jusqu'en 2013, c'est-à-dire la toute première de la lignée des planètes océans. Curieux, vous me direz, pour une sélection neuve, il n'est pas tant que ça, car on peut encore en trouver en os ou quasi, tant ces specs sont encore d'actualité. À l'époque, ce modèle avait été créé afin de redynamiser la gamme des plongeuses, notamment la Seamaster en perte de vitesse, car jugée vieillissante avec son fameux bracelet très 90s, que personnellement j'ai toujours trouvé hideux au passage. Cette nouvelle venue dans la famille des plongeuses arrivait à l'époque où les gros diamètres faisaient rage et avait donc été sorti en deux tailles, 42 et 45.5. Votre serviteur a eu les deux, vous pouvez vous en douter. Première PO équipée du calibre 2500, une version coaxiale dérivée d'un état 2892, ce qui rendait la montre plus fine. Le premier coax fiable à l'époque, Omega ayant subi quelques déboires au début du lancement de son fameux système. Mais revenons à cette belle PO. 42 mm pour 14,5 mm d'épaisseur, mais attention, le saphir bombé est inclus dans cette mesure. 600 mètres d'étanchéité, équipé de la fameuse valve à hélium, signature des plongeuses modernes chez Omega. Ce qui me frappe le plus dans cette montre est sa sobriété, qui rompt avec ce que l'on peut voir ça et là. Et ce contraste index, aiguille brillant avec son cadran noir grainé, est juste sublime. Le redoutable anti-reflet dont elle est affublée ajoute encore à ce contraste visuel du meilleur effet. Elle était à l'époque une véritable alternative à une Rolex Submariner. Du moins côté spec, avec son look ne cherchant pas à singer la plongeuse à la couronne, ce qui est assez rare pour être souligné. Étanche 600 mètres, fond plein, et ça j'adore avec sa belle gravure hippocampe. Privilégiez un exemplaire NOS ou quasi NOS qui se trouve assez facilement, des exemplaires de 2010 à 2013 par exemple, autour des 3 500 euros, full set révisé. En revanche, je vous déconseille les modèles plus récents, certes très bien construits mais très gros, épais, assez bulky et n'ayant aucunement l'élégance de ce vintage en devenir. Une montre de connaisseur assurément. À noter le bout de sa trotteuse qui est peint en orange, qui apporte la petite touche en plus, mais qui, sur certains modèles, s'est quelque peu fané, à l'instar d'une Explorer Rolex 1655. Enfin, il existe également des variantes avec index et ou lunettes orange. Perso, je préfère la version de base, mais les goûts et les couleurs. Ah si, il y a un modèle qui a suivi, soit la première planète océan équipée du tout nouveau calibre maison 8500 à l'époque, qui est également très cool. Ces améliorations par rapport à celle dont je viens de vous parler, une lunette céramique grisée du meilleur effet, le fameux calibre 8500, elle prend un peu d'embonpoint, mais elle est quand même extrêmement fiable et elle reste une référence du genre et elle offre encore un niveau de finition un cran au-dessus de sa devancière. Dispo en 42 et 45.5 également, à peu près dans les mêmes prix. Je sais de quoi je parle, j'ai possédé cette ref 4 fois. Allez, on passe côté chrono maintenant. Je commence avec une montre dont je parle parfois et qui est la preuve, s'il en était besoin, que je ne privilégie pas que le calibre dans cette gamme de prix et je le dis vraiment sans ironie. Je parle bien sûr de l'IVC Flieger chronographe Ref 3717, un magnifique chrono d'aviation produit par la marque de 2006 à 2012 et qui est pour moi la plus belle version du genre chez IVC. 42 mm, mais un 42 un peu à la façon d'une Speed, donc hyper portable et qui paraît moins grand. Équipé d'un 7750, c'est pour ça que je parle de la moindre importance d'avoir un manuf dans certains cas. Mais en même temps, quand la montre vous plaît, qu'est-ce qu'on s'en fout du calibre? C'est l'émotion qui doit primer. Et puis un état Valjoux 7750, c'est un très bon calibre, un vrai tracteur. Et là, pour une fois, la taille du calibre et l'agencement des sous-cadrans sont parfaitement adaptés à cette rêve qui en font un modèle d'homogénéité. Et puis là encore, on est sous la barre des 5K quand même. Alors, IVC a bien sorti un modèle similaire en 2022 qui fait 43 mm, un tout petit peu plus grand donc, et abritant cette fois le calibre dit in-house IVC calibre 69-370. On est cette fois-ci sur un fond saphir, faut avouer que le calibre est assez joli. Il vous faudra cependant débourser 8 500 € pour la version actuelle contre autour de 4 000 pour un 3717. Donc pour moi, il n'y a pas photo. Et vous en pensez quoi ? Avant de passer à la suivante, je vous laisse admirer la sobriété de cette boîte d'une pureté rare, alliée à ses aiguilles hyper contrastées sur le cadran noir mat. Vraiment un de mes chronos préférés ever. La dernière pièce de ma sélection fait partie d'une marque que j'aime beaucoup et une marque qui est une véritable marque de cœur et vous le savez, Zenith. Avec la magnifique réédition de la mythique Zenith A385. Voilà encore une pièce que vous pouvez trouver à des prix fous sur le marché gris. Mais avant de vous le communiquer, salivons un peu sur ses specs. Boîtier tonneau d'un diamètre parfait de 37 mm, mais quel confort cette montre, quelle présence, et regardez-moi cet agencement des sous-minuteries posées sur ce cadran beige délicatement fumé, une véritable merveille rehaussée de sa traditionnelle aiguille de chrono rouge.
Ce modèle rend hommage au mythique A385, à première vue identique en tout point, datant de 1969, date des premiers pas du légendaire calibre automatique El Primero, battant à la fréquence de 5 Hz. Alors évidemment, il y a eu des améliorations, il y a le fond saphir, il y a la glace saphir, il y a plein de choses qui ont été changées, mais visuellement, elle ressemble à s'y méprendre à la version vintage. Là, on a du vrai beau manuf, définition d'une autre planète, une alternance polie, brossé, bluffant et un véritable morceau d'histoire de l'horlogerie au poignet. Cette réédition est proposée au prix boutique de 9100 € sur cuir et 9600 sur son bracelet échelle. Sachez donc qu'on peut trouver une full set bien sûr, noce la plupart du temps autour des 6K, parfois moins. Et sachez aussi que vous pouvez aisément négocier la louche qui dépasse si d'aventure vous en trouviez une à 6002, 6003 par exemple. Ça fait quand même du moins 30 points pour une pièce de légende, c'est pas mal quand même. Hein. Allez, quelques images encore pour flatter l'œil. Et vous en pensez quoi de ça? Et voilà, on arrive à la fin. Dites-moi en commentaire et plus largement, faites-moi part de ce que vous avez pensé de cette sélection et quelle pièce cette dernière vous a permis de découvrir. Pour ma part, comme toujours, j'ai adoré vous proposer ce format. C'est toujours un immense plaisir de partager avec vous la passion et d'ouvrir vos horizons, de vous permettre de trouver des nouvelles pièces. Et vous savez, mon plus grand plaisir, c'est quand vous m'envoyez des DM en me disant « Je connaissais pas ce modèle, j'ai découvert, je l'ai acheté, je l'ai pris et je l'adore ». Le nombre de fois où j'ai reçu ça, vous pouvez pas vous imaginer le plaisir que c'est. Donc n'hésitez pas, si vous avez découvert quelque chose et qu'après vous passez à l'action et que vous l'achetez, envoyez-moi un message, je rerouterai s'il faut, mais c'est vraiment trop cool. Comme dit à l'instant, n'hésitez pas à commenter et à me faire part de vos impressions. Ça me permet de faire évoluer la chaîne et de vous proposer des formats encore plus cool. Allez, au fait, tenez-vous prêts pour l'épisode 100, un épisode très cool, entre amis. Vous allez adorer, je vous prépare un truc vraiment cool. Je vous en dis pas plus, mais je vous en parle plus la semaine prochaine. Nous arrivons à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter et s'il vous plaît, pensez à mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify par exemple. Ça ne vous prend qu'une seconde et ça aide vraiment la chaîne à progresser, puis ça me donne de la force. Comme d'habitude, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse contact@demontrezvous.com ou en DM via le compte Insta Démontrez-vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et maintenant, comme chaque vendredi, voici venu le temps de notre adage. Mais écoutez plutôt. La nature fait les hommes semblables. La vie les rend différents. Confucius. Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous dis à vendredi prochain dès 6h. Et comme toujours, portez ce que vous aimez. Ciao!